Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Didier Gauguenem, je suis le directeur général d'INCREA Méditerranée et de l'ICN Toulon. Et je voudrais d'abord, évidemment, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence ici, dans ce tout nouvel et tout bel amphithéâtre connecté, vous allez voir pourquoi j'ai dit ça, de la Maison du Numérique et de l'Innovation, afin d'inaugurer la chaire nationale Internet des objets ICN que nous avons ouvert. Alors en quelques phrases, j'ai déjà employé plusieurs mots qui peut-être ont attiré votre attention, mais j'espère s'éclairciront pour vous dans les 30 ou 40 prochaines minutes. Et afin d'apporter tout de suite une première réponse à une première interrogation, je vais passer la parole à Michel Crespe, qui est président du conseil d'administration, et donc qui va déjà vous présenter la fédération INCREA. À l'heure des objets connectés et du numérique, vous avez vu que je suis encore de l'ancienne école. J'ai pris quelques notes pour vous passer un petit message effectivement autour de ce qu'est INCREA. INCREA, et pour certains d'entre vous qui de longue date connaissaient l'ICN, est une fédération qui a été créée il y a quelques semaines, en fait autour de 3 associations régionales, qui étaient donc historiquement Charité bien ordonnée, commençant par soi-même. On va commencer donc par l'ICN Toulon. Il y avait notre petite sœur brestoise, donc l'ICN Brest, et puis surtout notre très grande sœur lilloise, qui historiquement a donc été l'ICN Lille, et qui, un petit peu avant que nous-mêmes nous rapprochions d'autres écoles, s'était rapproché de 2 écoles lilloises qui étaient HEI et l'ISA. Donc il y avait, il y a quelques mois donc, 3 associations régionales, une dans les Hauts-de-France, une en Bretagne, une en Méditerranée, et nous avons fédéré tout cela autour d'une seule et unique fédération, donc qui s'appelle INCREA, et donc nous avons maintenant 3 associations régionales. Ces 3 associations régionales, qui se sont donc fédérées, regroupent 6 écoles diplômantes, l'école HEI à Lille, ISA Lille, ICN Lille, ICN Brest, ICN Toulon, ainsi que notre site à Rabat, donc INCREA Maroc. Et nous avons donc 5500 étudiants qui suivent des formations d'ingénieurs dans ces 3 marques d'école. Cette fédération, donc, qui est une fédération récente, en fait est pleine d'histoire, puisque les 3 écoles fondatrices, que sont donc HEI, née en 1885, l'ISA, née en 1963, et l'ICN, née en 1956, ont une longue histoire dans différents domaines, le domaine de la formation, le domaine de la conduite de projet, et puis on y reviendra très longuement ce soir, le domaine de la recherche. Donc je vais juste vous dire quelques mots sur ce que cette fédération nous a apporté dans les 3 domaines que sont la formation, les projets et la recherche. Dans le domaine de la formation, ça nous ouvre en fait 40 domaines de spécialité, puisque à ce que nous portions historiquement autour du numérique, de l'électronique, se rajoutent toutes les formations autour de l'agriculture de l'ISA ou des domaines très variés que HEI Lille porte dans les domaines liés au bâtiment, à la santé, à l'énergie. Au-delà de cette ouverture diplômante, on a surtout des fondamentaux communs que nous partageons, et donc nous avons avant tout un rôle d'acteur territorial. Je pense que l'implication d'écoles comme la nôtre sur un territoire comme celui de l'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée ou du département, ou si on l'élargit à la région, est un acteur important de développement de l'économie de ce territoire. Donc je pense que ce côté territorial, régional, est extrêmement important. Nous avons bien évidemment comme fondamental aussi un aspect excellence dans la formation. Nous avons la vision transdisciplinaire, et puis tout ça est autour de quelque chose qui est commun, qui va dans le cadre de la transition numérique. Et nos écoles sont effectivement très orientées autour du numérique. Ça se traduit sur des projets, et en particulier sur des projets liés à l'innovation pédagogique. Nous avons la chance d'avoir en fait 2 projets qui sont des projets IDFIN, donc des initiatives d'excellence en formation innovante, en particulier dans le domaine du numérique. Nous en portons un ici à Toulon sur de nouvelles méthodologies d'enseignement, sur de nouveaux principes
Et donc tout ça, c'est une ouverture vers l'avenir. Et puis enfin, je voudrais juste terminer sur le volet recherche. C'est quelque chose qui, au sein de l'ICN, et j'ai en face de moi Michel Lanoux qui pourrait en témoigner plus que quiconque, ce volet recherche au sein de l'ICN est une tradition de très longue date. Alors pourquoi la recherche, direz-vous? Parce que nos enseignants-chercheurs, ça leur permet de rester à la pointe de la connaissance. Nos étudiants, ça leur permet d'être ouverts à la fois sur le monde académique et sur le monde économique, parce que c'est la recherche en liaison avec les entreprises très souvent. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le panel des 480 ou 500 enseignants que nous avons au sein de la fédération, il y en a 150 qui sont des enseignants-chercheurs et qui font effectivement de la recherche au quotidien. Tout cela, en fait, se décline sur quelque chose qui vous a emmené ce soir, qui est l'aspect chair. Et en fait, nous avons, grâce à cette fédération, mis en place finalement des instruments qui sont au service à la fois de la pédagogie et du développement de la recherche et du développement pour nos écoles. Et nous lançons quasi simultanément 4 chaires sur le territoire national. La première d'entre elles, et cette fois-ci je vais faire à l'envers, la première d'entre elles est donc une chaire mer. Donc en fait c'est tout ce qui concerne les drones et les réseaux d'observation sécurisés, qu'ils soient marins ou sous-marins. Une deuxième chaire sur le thème de l'énergie, de l'habitat et de l'environnement. Donc là on est en fait dans le cadre de la ville de demain, ce que d'aucuns appellent les smart cities, mais on va rester français, même si après vous verrez, on est très anglo-saxon. Une troisième chaire dans le domaine de la santé, où là en fait c'est la rencontre entre le médical et puis les domaines du numérique, de l'électronique, de l'informatique. Et puis la quatrième, celle qui vous a emmené ce soir, qui est la chaire qui est portée ici donc par Stéphane, qui est la chaire sur les objets connectés, les IoT. Et donc voilà un petit peu le descriptif de ce que est INCREA et le lien que cette fédération a avec la chaire qui vous emmène ce soir. Merci. Alors je reviens un peu quand même sur l'ICN, puisque la chaire IoT est portée par l'ensemble des écoles ICN du groupe INCREA. L'ICN étant la force armée du groupe dans tout ce qui est numérique, avec ces 3 écoles historiques. Donc voilà, quelques chiffres, je vais en égrener quelques-uns qui sont, je ne sais pas les plus importants, mais ceux que je trouve les plus remarquables. Bon, le budget total c'est une chose, 1850 étudiants, mais 50 étudiants qui sont en PhD, pour vous signifier l'importance de la recherche. Des enseignants qui sont tous des enseignants-chercheurs, 18% du budget qui est focusé sur la R&D, donc quelque chose qui est essentiel pour nous. Des partenariats de recherche avec de très nombreuses universités en dehors de la France, mais également, il faut le dire quand même, et d'abord au sein de la France, avec des grandes institutions académiques que sont le CNRS et les universités qui nous entourent dans notre environnement régional, bien évidemment. Ça, c'est un chiffre qui donne l'ensemble et le panel, et sur tout cela, eh bien, nous avons voulu développer effectivement des chaires qui sont des objets. Alors, là encore, petit clin d'œil, les objets connectés. Les chaires qui sont des objets qui ont un objectif essentiel, qui est de rapprocher 3 écosystèmes. L'écosystème des entreprises, et vous avez là ici un panel des entreprises avec lesquelles on collabore déjà, alors peut-être pas avec toutes pour l'instant sur les IoT, on l'espère à terme, mais on y voit les principales. Bien évidemment, on reviendra sur celles qui nous supportent premièrement. Donc le monde des entreprises, qui est quand même, je dirais, notre prescripteur principal. Nous travaillons pour fournir aux entreprises les compétences dont elles ont besoin pour bâtir les objets, les systèmes, les dispositifs de demain. Le monde des étudiants, parce que c'est notre deuxième prescripteur, notre objectif aussi, c'est de donner la possibilité à ces étudiants d'acquérir ces compétences pour justement être les acteurs de ce monde de demain. Et puis, un troisième monde qui est plus interne et qui nous concerne, c'est nos environnements de recherche, nos laboratoires de recherche, nos dispositifs et nos enseignants-chercheurs. Et naturellement, c'est toujours un jeu extraordinairement dangereux de mettre ce genre de planche, au risque qu'évidemment chacun ne s'y retrouve ou ne s'y retrouve pas. J'aurai les remarques de toute façon de ceux qui n'y sont pas. Donc je les accepterai et nous les rajouterons pour la prochaine fois. Des activités de R&D
Eh bien, la chaire aujourd'hui, la chaire IoT, elle est portée par un directeur de la R&D qui est Stéphane Vera, qui est directeur de la R&D d'Increa Méditerranée, qui a un passé industriel et qui va, je pense, maintenant vous décrire les activités de R&D et le contenu un petit peu de cette chaire IoT. Alors, les activités de la R&D sont au nombre de 5. Donc, il y a 5 verticales que nous développons, assises sur une horizontale. Donc, la première verticale concerne la technologie pour le monde marin. Donc là, on travaille fortement avec des CNS sur tout ce qui est traitement de signal. Et traitement de signal avancé, on caractérise les navires de surface et sous-marins. Donc là, on a le plaisir d'avoir dans la salle Philippe Courmontagne, qui est spécialiste sur le domaine et qui travaille avec Ghislain Houdinet. Voilà, je peux pas mettre un petit curseur. Voilà, qui font un gros travail depuis quelques années, reconnu par des CNS sur le sujet. Ensuite, on travaille sur les micro- et nanotechnologies. Donc là, je vais prendre quelques exemples à chaque fois. On a Alain Bravé qui est nationalement, internationalement reconnu sur le domaine des nanosciences, nanotechnologies. On travaille sur le projet qui s'appelle Resist et on est capable de voir le hedging des composants en fonctionnement et en fonction du vieillissement des composants, on est capable de démarrer une autre unité scalée qui prend le relais sur le traitement en cours. Donc imaginez dans un Rafale, le système tête haute voilà, ne doit pas tomber en panne, donc ce système est hautement disponible et pour ce faire on est capable de démarrer en temps réel d'autres unités si les composants sont en train de se dégrader et perdent leur fiabilité. Donc Alain et également Edith Kussner travaillent sur ce type de technologie. On a une verticale sur la e-santé. Et là, Virginie, donc Virginie travaille sur le sujet et on a développé un journal de soins avec des médecins qui permet de suivre les patients atteints d'une maladie. Ensuite, on travaille sur les smart cities, donc Alena, qui est déjà passée en photo plusieurs fois, voilà, travaille sur le projet UCODE, le projet européen UCODE, dont le but est de mettre en fait le citoyen au cœur du système de design de son environnement urbain. Et dans ce contexte-là, on travaille avec aussi Barnabé Fallu, qui est doctorant chez nous et qui a pour but d'apporter une vision réalité augmentée, réalité virtuelle, qui va permettre aux citoyens de dire avant que l'architecte se prononce, le citoyen veut ça, ça et ça. Donc en avance de phase, on co-conçoit l'écosystème citoyen. Ensuite, on travaille bien sûr sur les smart objects, c'est ce qui nous lie aujourd'hui. Donc dans les smart objects, on a l'Internet des objets, le big data, la sécurité, les technologies sans contact avec le laboratoire sans contact que Thibaut Delerruel gère, avec c'est dur en fait de citer tout le monde. Voilà, Benoît Courreau, mais c'est parce que je ne le vois pas. Voilà, tout simplement. Et donc ces verticales s'appuient sur une horizontale qui en fait impulse les idées, on va dire novatrices entre guillemets, dans l'ensemble de ces verticales. Et donc Guillaume Perrochot avec Alena s'occupe de cette partie-là, donc des méthodologies, technologies pour l'apprentissage et l'innovation. Voilà, c'était un petit peu long, mais en fait mon but sur ce slide-là, c'était de remercier les équipes avec lesquelles nous travaillons, des gens qui sont en fait très motivés par leur travail, qui sont atteints par leur motivation intrinsèque et qui voilà, fournissent un gros travail reconnu. Donc je les remercie, je suis très fier de travailler avec vous. Voilà. Alors ensuite, focalisons sur l'Internet des objets. Vous allez avoir plusieurs définitions du sujet. Bon, nous en avons pris une qui nous a bien séduit, c'est Oxford qui l'a donné. Donc l'Internet des objets, c'est un développement de l'Internet et des objets du quotidien qui vise à leur donner une connectivité. Et ces objets connectés permettent d'échanger des données. Alors, juste un petit peu plus dans le détail, vous voyez ici ces objets qui peuvent être par exemple un compteur électrique type le compteur Linky, qui va transmettre des données via un réseau et des passerelles à un back-end. Donc ces réseaux peuvent être des réseaux SIM, des réseaux SIMless type LoRa, Sigfox, Zigbee,
ou du réseau Wi-Fi, Bluetooth ou du NFC. Et ces données sont transmises à un back-end. Donc actuellement, ce back-end est globalement propriété de nos amis américains, donc avec IBM et sa solution Bluemix, Microsoft avec Azure et Amazon. Donc ce back-end héberge ces données et le nouvel or noir du 21e siècle, c'est plus le pétrole, et c'est la donnée. Donc traiter ces données et apporter un service au end-user, c'est une des cibles en fait de cet Internet des objets. Donc apporter une valeur à ces datas et permettre à l'utilisateur d'avoir de nouveaux services. Donc qui dit nouveaux services, imaginez votre compteur Linky qui transmet des données. Ces données permettent de savoir combien vous consommez à l'instant T. Ces données sont agrégées au niveau de votre quartier, au niveau de votre région, et on sait à partir de là combien nous consommons sur le quartier, sur la région, en France, et on est capable d'ajuster en fait la productivité électrique en temps réel, en fonction de la temporalité, en fonction de la météo, et ainsi baisser la consommation de 20% d'énergie globale sur notre écosystème. Alors, qui dit monitorer l'énergie et puis pouvoir actionner l'énergie, c'est-à-dire que là, sur les compteurs Linky sont ramenés sur des concentrateurs. Ces concentrateurs peuvent être pilotés à distance. Donc vous imaginez bien que si vous coupez un concentrateur, vous allez couper une zone. Donc ce sont des objets qui doivent être sécurisés. Et donc là, c'est pour ça qu'on a rajouté cette couche transverse de sécurisation de l'ensemble de l'écosystème. On est prêt à répondre à la première question, à quoi sert notre chair? Donc une des premières réponses de notre chair, c'est de travailler sur les nouvelles technologies. Quelles sont les nouvelles technologies? Quels sont les usages du end-user? Quels sont les produits clés à développer pour demain? Donc voilà, ce sont des axes sur lesquels nous allons travailler avec les partenaires industriels. Alors, voilà, bon, pour faire cocorico, j'ai mis un TGV. Voilà. 2, pour dire que l'Internet des objets, c'est un train qui va vite et qui est parti en 2011. Et il est composé de différents wagons, d'accord? Et qui sont les domaines dans lesquels vont s'appliquer ces objets. Alors, 20 à 80 milliards d'objets qui seront connectés en 2020. Le marché sera, selon Forbes, de 1700 milliards d'euros. Selon Cisco, de 14 400 milliards en 2022. Alors, les domaines sur lesquels vont s'appliquer ces objets sont les smart cities, les transports, où 250 millions de véhicules seront connectés en 2020. l'e-santé qui représentera, d'après les analystes, un quart du budget global de l'IoT. Les smart energy, on en reparlera, et on vient d'en parler avec le compteur Linky. Les wearables, avec les montres connectées, les baskets connectées, qui nous permettent de mieux courir. Plus longtemps, je ne sais pas, mais déjà de mieux courir. Le machine-to-machine, où une machine va pouvoir s'adresser à notre machine au niveau des concentrateurs des réseaux Linky. On peut les piloter à distance, donc voici un exemple de machine-to-machine. Et bien évidemment, le commerce. Et puis, nous avons mis dans les autres les toutous qui peuvent être connectés. On a mis également le farming, enfin, tout ce qui est culture, etc., qui est connecté. Une des réponses que peut apporter la chaire également, c'est quels sont les meilleurs wagons dans lesquels vous allez pouvoir embarquer en fonction de votre business model, en fonction de ce que vous êtes en train de réaliser au sein de votre société. Moi, j'ai assez parlé, et puis je ne sais pas si j'ai attiré votre attention, alors je vais faire parler un autre monsieur, qui est pour moi un sage, et lui, je pense qu'il va attirer bien mieux votre attention. Parmi toutes les mauvaises nouvelles que nous recevons autour de nous, aujourd'hui, les connaissances scientifiques nous en apprennent d'excellentes. Elles nous parlent de nous, elles nous parlent de notre rapport avec l'univers, elles nous font comprendre d'où nous venons, comment on est arrivé à exister, à être ici, avec notre gros cerveau et notre intelligence. Mais en même temps, nous sommes conscients de la problématique qui se pose pour l'environnement, pour la crise écologique, et nous savons qu'il faut réagir rapidement si nous voulons conserver nos conditions qui nous permettent de vivre et qui nous permettent de faire des recherches. Et sur ce plan, un instrument important pour aider à la conservation de l'énergie, pour aider à la conservation de nos ressources, c'est toutes les techniques qui impliquent du digital. Et ces techniques sont en développement et
Ce qui se passe ici, dans cette école de l'ISEM, c'est justement des manifestations de ce qu'on peut obtenir comme pour améliorer la situation, pour contrôler nos ressources. Sur ce plan, je crois qu'il convient d'encourager ce qui se fait ici sur cette chaire IoT. Je remercie M. Reed. Alors maintenant, c'est dur de continuer après ça. Hein. On va quand même essayer. Ça ne va pas être le même niveau, mais bon, vous l'avez compris. Donc en tous les cas, nous on s'est dit comment répondre à la problématique du BRIF. La première entité qu'on a mis autour de la chaire, sur la partie énergétique, c'est le CEA. Donc qui sont les cofondateurs de l'écosystème Share IoT actuellement. C'est le CEA sur la partie énergétique qui est partenaire technologique recherche de la chaire ISEN. Nous avons sur l'aspect sécuritaire transverse Gemalto qui est financeur de la chaire. À ce titre-là, je remercie Frédéric Vanier et Caroline Vignolet pour leurs actions dans ce sens-là. Et nous avons également IBM qui est partenaire académique, c'est-à-dire que IBM met à disposition l'ensemble des serveurs de sa gamme avec l'ensemble des softs pour pouvoir analyser l'ensemble des données qui sont sur le cloud. Et également cloudé, bien évidemment. Alors, nous sommes là. Il y a le groupe Cahors qui est... alors j'ai mis un pointillé, parce qu'on est on va dire en discussion avancée. J'ai bon espoir. Bon, Jean-Yves Vonaric, visiblement, n'a pas pu être là. Voilà, il a fait, je suis sûr, le maximum pour être là. Il y avait pas mal de contraintes qui l'empêchent d'être ici, mais je peux vous assurer qu'il fait son maximum pour que l'ISEN bénéficie de son expertise et de son aide. Et ensuite, je pose la question, pourquoi pas vous? Voilà. Donc après, c'est à vous d'y répondre. Moi, je serai à votre disposition après 18h pour répondre à cette question. Alors vous voyez que on est sur une forme olympique, hein, d'accord. Et puis la devise de l'olympisme, c'est, et je fais référence à mon ami Christian Paul, qui parle souvent latin lorsqu'on enseigne, même si ce sont des parties techniques. Et donc, ça veut dire plus vite, plus haut et plus fort. Alors le but de tout ça, c'est pas de glorifier la performance ou la victoire, mais de donner le meilleur de soi, quoi. Voilà, de progresser et d'avancer communément. Maintenant qu'on a compris qui était dans l'écosystème de la chaire actuellement de l'ISEN et qui a cofondé ce cœur, qu'est-ce qu'une chaire? Donc une chaire pour nous, c'est une relation de confiance gagnant-gagnant entre une compagnie, des centres de recherche et puis effectivement des écoles. Donc l'école ici, l'ISEN, centre de recherche, INCREA globalement. Donc on s'aperçoit bien aux États-Unis, Google et Stanford fonctionnent bien ensemble, ont sorti l'algorithme de recherche de Google. On voit bien que Microsoft, Intel et Melbourne ont collaboré et injectent 500 millions d'euros sur 10 ans pour tout ce qui est e-learning. Berkeley et Microsoft fonctionnent correctement sur tout ce qui est l'analyse du réseau et des latences sur le réseau. Alors, on voit bien que cet écosystème fonctionne aux US, au Japon, en UK, en Australie, et pourquoi pas ici. Alors notre volonté, et c'est celle qui est impulsée au niveau d'INCREA, ben c'est de dire, voilà, on va développer aussi notre modèle, type modèle américain. Quels sont les bénéfices pour les compagnies de cette chaire? Alors le premier, c'est de mettre INCREA comme source de recrutement. Donc on a une cellule de recrutement qui va permettre, en fonction de vos job postings, d'apporter une réponse sous le biais de 2, 3, 4 personnes qui vont être sizées pour répondre à votre besoin. Donc là, vous allez faire des économies au niveau de votre recrutement. Vous avez un libre accès au forum qui permet de venir présenter vos activités aux étudiants et leur donner envie, de leur montrer les métiers, leur montrer ce qu'il est possible de faire. Vous allez pouvoir au niveau et c'est ce qu'on fait pas mal déjà, vous allez pouvoir faire intervenir les personnes dans notre cursus, des personnes de vos entreprises. Vous allez pouvoir être embarqués dans la définition de nos cours. Le but de tout ça, c'est de faire que nos étudiants répondent au marché et soient le plus adaptés au marché. Donc votre concours est prépondérant dans cette équation. Nous devons avoir vos feedbacks pour pouvoir adapter nos enseignements aux besoins du marché.
et ainsi avoir une employabilité maximale de 100% comme nous avons. Alors également, nous proposons au travers de la chaire de co-encadrer des chercheurs, des étudiants qui ont décidé, après leur cursus d'ingénieur, de devenir docteurs et donc des doctorants. La chaire ISEN, qu'est-ce qu'elle peut faire également? Elle peut filtrer l'information, à savoir quand vous êtes dans vos R&D, vous êtes focusé sur le délivrable, vous êtes focusé sur votre client et vous n'êtes pas forcément focusé sur le R de R&D, parce qu'il y a le pragmatisme du terrain. Donc nous, on a la capacité de venir faire des recherches amont sur les technologies. On est également très embarqué au niveau des commissions européennes, bon, un peu comme les grands groupes, hein, et on peut pousser vos stratégies au niveau des groupes en montant des projets. Une notion qui est importante, c'est qu'on est plus innovant ensemble, avec des populations hétérogènes. Donc là, on le voit bien quand Guillaume fait au niveau des processus d'innovation une fabrique et pousse pendant 5 jours des idées en mettant dans une même salle un industriel qui amène un thème, avec une soixantaine d'élèves, avec des gens de l'extérieur qui peuvent être bouchers, maçons, docteurs, ce que vous voulez, population hétérogène. On fait émerger 4-5 idées. On fait émerger une quarantaine d'idées sur les 2 premiers jours, et puis on réalise au bout de 5 jours, grâce à notre Fab Lab labellisé par le MIT, des preuves de concept sur les sujets traités qui sont choisis. Donc on en choisit 5 sur les 40 et on les implémente au bout de 5 jours. Donc vous avez au niveau de votre management de quoi montrer vos idées et de quoi vendre, et aussi également de voir si le end user adopte ce que vous êtes en train de faire. Alors, du coup, on réduit les risques pour vous, parce qu'on commence à développer sur du hard, du soft, du packaging à votre place. On peut travailler sur des technologies avancées, type les blockchains, type l'endorsement. On peut également faire des études d'usage, à savoir si les produits que vous avez mis sur le field sont en adéquation avec ce que vous attendez. Quels sont les feedbacks du marché? Comment vous allez rétrofiter ces feedbacks dans votre ingénierie? Alors, les bénéfices, bon, on a parlé des bénéfices pour les entreprises, et c'est une relation win-win, donc nous aussi, nous avons des bénéfices. Alors, c'est de développer et de maintenir le bon niveau au niveau des enseignements et de nos enseignants-chercheurs, en les faisant travailler sur des projets avec vous, sur des technologies novatrices et de pointe. On se cale donc sur on va dire le pragmatisme du marché grâce à vos retours entreprises. On maintient notre employabilité à 100%, ça on l'a aujourd'hui, mais demain on peut vite le perdre, donc on est obligé de travailler régulièrement sur ça. Tous les 2 ans, ce qu'on fait, c'est qu'on réunit les entreprises et puis on leur demande quels sont vos besoins dans 5 ans. Et en fonction de ça, on change nos cours, on s'adapte au marché. Et ensuite, donc de vous avoir avec nous et puis de créer cet écosystème, de créer de la valeur, ça nous permet d'augmenter notre image de marque, notre visibilité, notre ranking au niveau école. Et donc d'augmenter ce qui est on va dire le revenu numéro 1 de l'école, c'est-à-dire les rentrées étudiantes. De vous avoir entrepreneur, ça nous permet de développer de la formation continue avec vous, et ça nous permet de faire vivre notre chaire et notre écosystème de recherche et développement. Juste pour chiffrer, 14%, environ 14% de notre budget est financé par des financeurs XY. Le reste, ce sont des entrées étudiantes, des projets, enfin voilà, nous sommes une entreprise. Hein. Ça, c'est bien de le rappeler. On doit payer les salaires, on doit payer les charges, etc. Et une notion qui est importante, c'est le dernier point, et ça, je trouve ça fondamental, c'est de se faire plaisir, quoi. Et si on travaille sur notre motivation intrinsèque, on va beaucoup plus loin. Si on a envie de faire les choses, on est beaucoup plus performant. Donc on travaille avec nos élèves sur cette motivation-là. Et donc avec vous, on aimerait également travailler sur ça. Donc je citerai ici, comme Caroline Mignolet me l'a fait fort justement remarquer il y a plus d'1 an, Dan Pink. Je vous invite à aller le voir sur YouTube, parce que c'est top et ça vous explique ce qu'est la motivation intrinsèque. Alors, je vais laisser la parole à Caroline. C'est la boss software de Gemalto Monde. Et Caroline a été élue femme dans le numérique par Musine Nouvelle. Musine Nouvelle. Bonjour à tous. Donc, c'est un honneur de parler un petit peu aujourd'hui. Et surtout, je voudrais commencer par dire bravo. Moi, je suis impressionnée par l'ISEN et sa capacité de transformation. Michel, tu nous disais tout à l'heure que l'ISEN avait 5 ans, 60 ans, je n'ai pas compté exactement, mais 70.
beaucoup d'années. Néanmoins, ce que je vois, c'est qu'au travers des années, l'ISEN se réinvente. Et aujourd'hui, cette année, avec la proposition de ces chaires, je pense que c'est une vraie démonstration d'une manière d'innover systématiquement différemment et en collaboration avec les entreprises. Je rejoins Stéphane dans le fait qu'on a tous à y gagner, en particulier dans le monde de l'IoT. Donc j'aime Alto dans l'IoT, bien sûr, on va parler de sécurité. Je pense que on est connu pour ça et c'est ce sur quoi on se focalise beaucoup, même s'il n'y a pas que ça. On voit tous ce qui se passe dans l'Internet des objets, dans ces objets connectés et les menaces en termes de sécurité que cela peut générer. Jusqu'à, il y a quelques semaines, un arrêt dans le cloud lié à des attaques dans l'Internet des objets. Donc l'Internet des objets et la sécurité, c'est fondamental. C'est un élément vraiment important d'innovation sur lequel on va focaliser et on est très honoré de le faire avec l'ISEN dans le cadre de cette chaire. Je pense que là où on a tout à y gagner, c'est que dans les écoles, on a beaucoup de jeunes. Dans le monde de l'usage, je pense qu'il y a beaucoup de recherches à l'ISEN autour de l'usage. Et dans le monde de l'IoT, l'usage sera clé. Et cette jeunesse, dans le cadre, comment vont être utilisés ces objets connectés par la nouvelle génération, je pense que ce sont des éléments sur lesquels on va pouvoir vraiment s'inspirer grâce à cette chaire. Voilà, donc je ne vais pas vous embêter trop longtemps, mais je pense que c'était important de le préciser, pourquoi on est là, pourquoi Gemalto a décidé de faire ça. J'espère que d'autres partenaires industriels nous rejoindront, puisque c'est ça aussi qui apportera de la force à travailler tous ensemble. Merci Stéphane. Donc voilà, ce qui est important pour nous, eh bien, c'est un tout petit moment qu'on peut se donner pour votre retour là-dessus. S'il y avait des questions, s'il y avait quelque chose, d'ailleurs feedback, en espérant qu'il soit plutôt vers le haut que vers le bas, bon, ou c'est une bonne idée, ou il faut tout player. Et ben voilà, avant de conclure, peut-être la parole à ceux qui auraient des questions, qui s'interrogeraient encore sur l'une ou l'autre chose. On est ouvert à une série peut-être de questions et puis après je conclurai la séance. La première des choses, c'est que cette chaire IoT, elle va être le principal support d'un des domaines professionnels qui est réseau, télécommunications et objets connectés. Il y a objets connectés dans le nom, donc il est bien évident que tout ce qui va être apporté par cette chaire en termes de projets, d'accompagnement et autres, va intervenir directement dans ce domaine professionnel. Et je dirais même au-delà, hein, on a des enseignements aussi généraux qui ne concernent pas uniquement le domaine professionnel sur ça, et bien entendu ça apportera. Les possibilités de projet, les possibilités de stage, on l'a vu, les possibilités de poursuite en thèse, des sujets qui sont en lien avec la vie réelle, puisqu'ils seront en lien avec les partenaires industriels de la chaire, c'est-à-dire que dès, je dirais, la 4e année, vous serez en mesure d'avoir des projets, et des projets qui pourront avoir une continuité également. Puisque la collaboration s'établit dans le long terme avec les partenaires de la chaire, on est capable d'avoir une collaboration qui ne se construit pas uniquement sur un projet ponctuel. Donc il y a véritablement tout un apport, et puis tout ce qu'on a dit au niveau pédagogique. C'est-à-dire qu'on sait très bien, les chiffres sont quand même éloquents par rapport à ce qui a été dit sur l'IoT, ça va être un bouleversement des prochaines années. J'attends un coup de fil de ma cafetière dans quelques instants. Mais voilà, bon, là je blague un peu, mais c'est un petit peu ça qui risque d'arriver d'ici quelques années. Une modification, un changement majeur. Il faut arriver à les anticiper, on est aussi là pour vous, alors peut-être pas pour vous donner toutes les solutions de ces anticipations, mais pour vous les faire ressentir. Et puis il y aura la participation, Stéphane l'a dit tout à l'heure, directement des industriels partenaires dans les activités d'enseignement. L'idée est de créer une véritable proximité au travers de cette chaire, entre eux, une fois encore, ce triptyque que sont d'un côté les étudiants avec leurs projets, leurs besoins de stage et autres, les enseignants-chercheurs et les centres de recherche qui sont déjà à l'intérieur de l'école et les industriels. Actuellement, l'Internet des objets cible l'e-santé, cible les objets connectés classiques, on va dire, et l'énergétique. La chaire IoT se fait avec le CEA. Donc on intervient dans des projets FlexGrid
et on est en train de monter tout un partenariat sur les projets FlexGrid que le CEA pilote. Donc on va intervenir. Si nos anciens chercheurs interviennent, bien évidemment vous allez intervenir au travers de projets. On va vous faire collaborer avec ces gens sur les projets. Et on a déposé des projets à l'Europe, etc. Et en fonction des retours, vous intervenez sur ces projets. Voilà, donc la boucle est bouclée, quoi. L'objet de la chaire n'est pas uniquement d'avoir des liens. Bon, on a cité effectivement le CEA, IBM et Gemalto, que je ne qualifierais plus de PME, pour aucun des trois, et depuis bien longtemps. Mais il est tout à fait évident qu'on a un lien aussi privilégié avec notre environnement territorial, local, qui est constitué de façon très riche par des PME qui souvent gravitent autour de ces grands sujets et apportent des solutions complémentaires sur plein de choses. C'est tout à fait clair et évident qu'il n'y a pas de choix ni de préférence. En fait, il s'est trouvé que par les liens, et puis par les liens que l'on avait, les premiers, et puis on trouvera aussi des modalités qui ne seront peut-être pas nécessairement les mêmes pour les très grands groupes, et puis pour les PME d'intervenir dans ces chaires. Là, on est vraiment sur la construction, et il y a évidemment, j'allais le dire, une ouverture totale de la chaire vis-à-vis de l'ensemble du tissu de PME. C'est... mon président me ferait les gros yeux si je ne le disais pas. Voilà. Mais de toute façon, même s'il ne me faisait pas les gros yeux, je le dirais. Voilà. Donc vous voyez bien que l'ensemble des personnes qui sont ici sont représentées par, sauf erreur de ma part, ou voilà, contrôle, mais chacun a son fanion, d'accord, et c'est le but en fait, de dynamiser l'écosystème. Donc bien évidemment, quand on dit pourquoi pas vous, ben, pourquoi pas vous, il y a vous tous. Et c'est les gens qui sont ici, plus d'autres qui ne le sont pas, qui souhaiteraient participer à la chaire. Voilà, la co-conception, la co-création de la richesse, ça vient avec la diversité. Donc soyons innovants, soyons hétérogènes, innovants. Aujourd'hui, la gouvernance de la chaire, elle est essentiellement une coordination, on va le dire comme ça. Hein. Une coordination qui est effectuée effectivement par Stéphane. Il est évident que quand on va avoir un panel constitué d'industriels, de PME, de centres de recherche et autres qui participeront à la chaire, on organisera effectivement une gouvernance. Alors, ça n'a pas pour l'instant de support statutaire, mais une gouvernance, ne serait-ce que pour diriger les études qui sont menées. Une fois qu'il y aura des ressources à la chaire, si on veut les affecter à différents systèmes qui peuvent intéresser plusieurs des partenaires, on organisera cette gouvernance. Pour être objectif et franc, aujourd'hui, on parlera plus de coordination que de gouvernance dans l'état actuel des choses. Mais il faut effectivement y penser pour avoir cette ouverture. De même qu'il faut penser aux différents moyens d'interaction, qui ne sont peut-être pas les mêmes, effectivement, pour Gemalto ou le CEA Tech. Certains apportent des compétences. L'apport des partenaires extérieurs peut être très divers. Bien entendu, il y a un apport direct qui peut être un apport en numéraire, en échange d'un certain nombre de choses, de prestations, de participation à des projets, mais ça peut être aussi des apports en compétences. Par exemple, c'est le cas très typiquement aujourd'hui d'IBM, qui met à disposition des modules dans le cadre de la chaire et autres. Et ça, il faut voir dans quelles conditions l'ensemble des partenaires de la chaire peuvent effectivement les utiliser dans le cadre strict des activités de la chaire. Alors, sur l'IoT, à ma connaissance, il y en a une. Oui, il y a déjà Polytechnique. C'est très loin. La chaire IOE, Internet of Everything, qui est bien comme nom. Everything, c'est pas mal. Polytechnique a été pas mal sur le coup. Voilà, à l'heure actuelle sur l'IoT, c'est celle qu'on connaît qui se rapproche de ce qu'on est en train de faire, quoi. Voilà. C'est à Paris. C'est loin. C'est très très loin. J'ai pas mal de gens à remercier. Alors, je vais le faire assez vite. Il est évident que j'apporte d'abord un premier remerciement à toutes les équipes de l'école qui ont travaillé et qui continuent à travailler pour cette chaire, bien entendu à Stéphane, qui porte cette chaire dont je rappelle qu'elle est nationale et pas seulement sur l'école, elle est sur l'ensemble des écoles du groupe. Il y aura une inauguration également, on va entourer Polytechnique, on va aller à Lille, à Brest et à Toulon pour faire tout ça. Et à l'ensemble des équipes de l'école qui travaillent dans tous ces domaines et qui développent. Bien évidemment, un grand merci à nos primo-partenaires, à nos futurs partenaires, ouverts, de tout type, naturellement. Un merci également à nos partenaires académiques,
puisqu'il y a quand même une partie recherche avancée et importante dans cette chaire, hein, puisqu'on veut qu'il y ait des thèses, on veut qu'il y ait de la recherche fondamentale dessus, et on est dans un ensemble de partenariats académiques avec des grandes universités, avec le CNRS, je l'ai cité tout à l'heure, et avec les autres écoles du groupe ICEN, et avec tout cet ensemble de personnes. Et puis, il y a quand même l'histoire de l'ICEN et l'histoire de cette recherche à l'ICEN. Ces chaires aujourd'hui sont un des dispositifs qui est développé aujourd'hui pour contribuer au développement des activités de R&D dans l'école, mais elles sont aussi les héritières. Hein, ces chaires, de toute une histoire, que je l'ai dit au début, c'est dans l'ADN de nos écoles depuis quasiment leur formation, les ICEN ont été connus pour ça, d'avoir développé des activités de recherche. Et ces activités de recherche, quand on a créé Toulon, quand on a créé Brest après Lille, elles ont reproduit un modèle de développement, et une fois encore, ces chaires pour moi sont véritablement l'aboutissement de tout ça. Elles ont mûri, hein, elles ne sont pas arrivées, on n'a pas décidé il y a 15 jours de démarrer la chaire, elles ont mûri pendant des années, et il y a des personnes qui ont contribué tout particulièrement à ces émergences. Alors d'abord historiquement sur l'ensemble des activités de recherche de l'ICEN, parce que moi j'ai eu l'occasion de les voir et d'y participer personnellement pendant longtemps, sur le rapprochement avec les laboratoires et sur le développement de ces chaires. Et il y a évidemment une personne que je voudrais remercier, et personnellement ici tout particulièrement, qui est Michel, puisqu'il nous fait l'honneur d'être ici, parce que ces chaires, et je parle de celle-ci, mais je parle également de celle sur l'e-santé, et je parle également de celle sur la chaire mère, eh bien, elles n'ont vu le jour que parce que, au sein du groupe ICEN, il a œuvré pendant des années au développement des activités de recherche. Il a créé des laboratoires à Lille, il en a regroupé et créé ici dans le sud, il a fédéré les activités de recherche sur l'ICEN, et aujourd'hui, eh bien, ces chaires, elles sont un petit peu son héritage à nos écoles, un héritage qu'on va essayer de faire vivre et rebondir pour tout ça. Donc je voudrais le remercier personnellement et puis au nom de tout le monde pour cela. Voilà. Et comme de bons remerciements s'associent toujours avec le fait de fêter ça autour de quelque chose de sympathique, je vous invite à continuer notre sympathique réunion autour d'un verre.